Chaîne des valeurs, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'information. Voici les titres. À Dakar s'est ouverte ce matin la conférence internationale sur la fiscalité de l'économie numérique en Afrique avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Cette conférence vise à mobiliser des ressources domestiques et renforcer les capacités des États africains. En santé, le ministre de la Santé et de l'Action sociale en partenariat avec AMREF et la Fondation Mastercard lance la validation du taux de curricula de formation. À l'Assemblée nationale, le réseau de parlementaires pour l'environnement a été outillé pour mieux légiférer sur les questions agricoles et environnementales. Procès contre les multinationales du transport urbain, le tribunal rendra sa décision en juillet. Fenêtre Pâques, nous sommes à la deuxième jour de la semaine sainte et à 48 heures avant le jeudi saint, le jour où le Christ avait prédit la trahison de Judas qui lui aurait valu sa crucifixion. Voici le sommaire, dans un instant, le développement. Commençons cette édition avec les défis dans le numérique. Le ministre des Budgets et des Finances, en partenariat avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, vise à permettre aux organisations fiscales d'échanger l'expérience sénégalaise sera partagée. Les taxations sur le numérique ont rapporté plus de 1 milliard de francs CFA à la première année d'application, selon Jean Koné, DG des impôts et domaines, que nous écoutons. C'est dès à présent de pouvoir partager l'expérience sénégalaise en la matière, donc qui date maintenant en termes de mise en œuvre des dispositions fiscales, qui date maintenant de près de 3 ou 4 ans. Donc il y a de premières expériences qui ressortent de cette mise à disposition qu'il va falloir partager, et dans le même temps il va falloir également profiter de cette occasion pour recueillir les expériences de nos administrations sœurs. Donc globalement, préparer une stratégie africaine pour pouvoir répondre aux défis qu'impose l'économie numérique de façon générale à toutes les administrations du monde. Le problème de la fraude, c'est que par principe, si on avait un chiffre, on aurait pu... Il suffirait d'aller chercher ça. C'est qu'en réalité, on ne peut être que sur des estimations. Nous savons effectivement que la mise en œuvre des dispositions du Code général des impôts en matière de taxation du numérique, notamment en matière de TVA sur le numérique, ont rapporté un peu plus d'1 milliard pour une première année d'application. Naturellement, l'objectif était de se situer autour de 3 ou 4 milliards. Nous sommes en train d'essayer de trouver des voies et moyens pour rendre encore ces mécanismes beaucoup plus efficaces. La fiscalité numérique touche à toutes les économies parce qu'aujourd'hui, en fait, on a beau parler de l'informel, mais quelque part, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir une sorte de connexion entre l'informel et l'économie numérique par le mécanisme de la publicité, par les centres de données, par les transferts d'argent. C'est pour dire également que tout ceci doit également être regardé comme une forme d'opportunité. Fiscalité de l'économie numérique dans les pays africains, renforcer les capacités pour une fiscalité efficace de l'économie numérique en Afrique. C'est le thème de cette conférence internationale qui s'est ouverte à Dakar ce 15 avril. Elle vise à mobiliser des ressources domestiques et renforcer les capacités des États africains. Objectif, préparer les administrations fiscales et les décideurs politiques à être en contact avec l'économie numérique. Mamadou Bitey, secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, que nous écoutons au micro de Babacar Ka. La République du Sénégal, à travers le ministère des Finances et du Budget, mais aussi le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, ont bien voulu collaborer avec la Fondation et pour accueillir cette conférence. Les objectifs, c'est de préparer donc les administrations fiscales, mais également les décideurs politiques à mieux embrasser l'économie numérique, mieux comprendre les nouveaux modèles d'entreprise qui sont amenés par l'application de la technologie digitale et numérique sur les processus. Il se trouve également que beaucoup de ces entreprises ont une activité qui aujourd'hui transcende les frontières.
Leurs services peuvent être dans votre pays sans qu'ils aient une présence physique dans le pays. Comment aborder cela? Comment les taxer? Donc c'est cette connaissance d'abord, partager les modèles quand même qui ont réussi à travers le monde, permettre également aux administrations fiscales de nos États membres d'échanger leur expérience, les bonnes pratiques, mais de constituer également une plateforme d'apprentissage par les pairs pour que cet apprentissage, ce développement puisse continuer dans le temps. Santé à présent, le ministre de la Santé et de l'Action sociale en partenariat avec AMREF et la formation Mastercard lance la validation du taux de curricula de formation. L'objectif, intégrer un cadre de formation plus large au Sénégal et contribuer au renforcement des systèmes de santé. Compte rendu signé Mamadou Thiam et Ousmane Diaye. C'est un partenariat important entre AMREF et la Fondation Mastercard dont l'objectif est de faciliter l'employabilité des jeunes en matière de santé. Cet atelier vise donc la validation du taux du curricula de formation par les parties prenantes. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal pour voir comment valider ces curricula pour un peu les acclimater ou bien les contextualiser par rapport aux besoins sénégalais. C'est pourquoi on a invité aussi l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de la formation au niveau du Sénégal pour qu'ensemble qu'on discute sur ces curricula qui ont été validés à Lusaka, comment les intégrer dans notre système pour qu'aujourd'hui, nos jeunes qui sont dans les écoles de formation, dans les universités, s'ils sortent, qu'ils puissent accéder à un emploi. Des curricula dont l'objectif est de développer un cadre de formation plus large au Sénégal afin de contribuer au renforcement du système de santé. Différents curricula qui sont actuellement développés portent essentiellement sur l'entrepreneuriat, sur la communication, sur les soins de santé primaires et d'autres compétences qu'on appelle les compétences de vie, c'est-à-dire des soft skills qui sont extrêmement importants pour le personnel de santé. Et on ambitionne de poursuivre avec des formations, que ce soit sur le DHS, de la gestion de stock au milieu universitaire, et qui seront suivis de contenu sur l'entrepreneuriat avec à la clé des financements destinés aux différents projets. Cette initiative, saluée par la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vise à relever la prise en charge sanitaire des populations. Aider en tout cas nos étudiants et ces professionnels de santé à s'insérer dans des milieux professionnels. C'est un de nos premiers objectifs, nous, en tant que formateurs. Ça aiderait encore davantage, en tout cas, à une bonne prise en charge médicale de nos populations et surtout pour permettre à une bonne mobilité de ces acteurs de la santé, donc des spécialistes, dans nos régions surtout. Pendant 3 jours donc, les acteurs vont échanger et réfléchir sur ce programme de formation en santé dont le coût global est estimé à 32 milliards de francs CFA. Le Sénégal contribuera à hauteur de 4 milliards pour le renforcement de son système de santé. Mamadou Thiam, le Sénégal tend vers une autosuffisance alimentaire en partenariat avec le REPES, l'EPAR et les commissions de l'environnement et du développement durable. L'Assemblée nationale en a profité pour mettre en place un réseau de parlementaires pour l'environnement. Ces élus ont été outillés pour mieux légiférer sur les questions agricoles et environnementales. Reportage de Alioune Seck et de Ousmane Diaye. Un système agroalimentaire efficace contribue au renforcement de la santé et de l'environnement. Dans cet atelier de renforcement des capacités, les députés ont été outillés pour bénéficier dans la promotion d'une agriculture durable et rentable. Car une fois que des lois existent, elles sont appliquées pour le respect de l'environnement, pour une meilleure alimentation, pour une production agricole durable et résiliente et inclusive, pour des emplois toujours plus nombreux pour les femmes et les jeunes, pour l'autonomisation des femmes, leur accès au foncier et toute la palette d'actions à mener en matière d'agriculture. L'agriculture occupe une place de soi dans le référentiel Sénégal 2050, mais l'enjeu n'est pas de se nourrir seulement. Il faut se nourrir sainement,
Parce que vous voyez aujourd'hui des problèmes, des maladies non transmissibles, comme par exemple le diabète, l'hypertension, toutes les questions liées à l'obésité, etc., qui montrent aussi les problèmes de malbouffe. Comment on fait aujourd'hui pour diminuer les pertes post- et pré-récolte, et en tout cas qui sont très, très importantes dans notre pays. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, avec la FAO et l'IPAR, nous sommes en train de réfléchir avec les parlementaires pour les accompagner à se doter d'outils qui sont au niveau international. Les programmes de développement durable ont toujours existé au Sénégal. L'Assemblée nationale veut qu'ils impactent la vie des Sénégalais, une manière de viser l'atteinte des objectifs de développement durable. Sources extractives dans un contexte d'exploitation du gaz et du pétrole, il urge de prévenir les impacts de l'environnement. L'Assemblée nationale compte jouer sa partition à travers une meilleure vulgarisation des politiques publiques qui sont impliquées dans le référentiel Sénégal 2050 selon sa vice-présidente Ramatoulaye Bodian que nous écoutons au micro de Ousmane Diaye. Je puis vous assurer que l'Assemblée nationale du Sénégal, dans le cadre de cette initiative, est pleinement engagée pour qu'ensemble nous puissions mobiliser les autres parlements d'Afrique et du monde, notamment le Parlement de la CEDEAO, le Parlement panafricain de l'UEMOA et les groupes nationaux. Fort de l'engagement des parlementaires et de l'expérience de la FAO, une collaboration entre les deux institutions catalysera une action parlementaire forte vers une transformation des systèmes agroalimentaires pour la réalisation des objectifs de développement durable, notamment par une meilleure connaissance et une adaptation d'outils juridiques et politiques internationaux adoptés par des instances dont le Sénégal est membre comme le PAP ou le Conseil de la sécurité alimentaire. La collaboration avec la FAO s'articule autour des priorités de développement de notre gouvernement, contenues dans le référentiel des politiques économiques et sociales de 2025 et de ses déclinaisons en un master plan de 2025 également, opérationnalisé par la stratégie nationale de développement, fruit de la nouvelle vision de l'horizon 2025 du référentiel des politiques économiques et sociales pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Transport routier à présent avec le procès contre les multinationales du transport urbain. Le tribunal rendra sa décision en juillet. Le réseau national des conducteurs de taxis du Sénégal affiche son enthousiasme. Selon son président, le réseau ne combat pas le progrès dans le secteur mais veut mettre fin au service clandestin des particuliers. Son président que nous écoutons. Il y a des multinationales qui ont transcendé nos lois et règlements en faisant un transport irrégulier et une concurrence déloyale. C'est pour cela que nous sommes retrouvés ici au tribunal. Le tribunal a déjà tranché et nous avons démontré les infractions que nous avons visées. Ils ont dit qu'ils vont donner la délibération le 23 juillet et nous espérons que le tribunal va trancher sur la vérité parce qu'au Sénégal, le transport est réglementé et toute personne qui doit le faire doit avoir une autorisation. Et toute personne qui fait le transport doit être apte pour être un conducteur de transport. Et toute personne qui souhaite être un transporteur doit avoir des documents qui attestent qu'il veut faire du transport. Et au regard de ces plateformes, ils utilisent des voitures à particulier pour faire le travail des taximans. C'est là que se trouve le désaccord. Et nous tenons à éclaircir que nous ne refusons pas qu'ils fassent leur travail. Et nous ne refusons pas aussi les plateformes. Mais nous leur demandons de travailler avec les taxis, mais ils n'ont pas le droit de travailler avec des particuliers. C'est la raison pour laquelle nous leur avons visé pour demander à ce que le tribunal prenne acte. Le carême touche à sa fin. Nous sommes au deuxième jour de la semaine sainte, 48 heures avant le jeudi saint, jour où le Christ avait prédit la trahison du Judas qui lui aurait valu sa crucifixion. Le rapport de cette partie de l'histoire du Christ invite à nourrir la passion du Christ et sa résurrection. L'histoire nous est racontée
par Père Thomas, moine du monastère de Kermoussa. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Wade. Et Saint-Pierre, qui était là, a demandé à Jésus, a dit à Jésus qu'il voudrait le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et Jésus lui a dit, Pierre, ce soir, avant que le coq ait chanté demain matin, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui est arrivé. Pierre a renié Jésus par 3 fois. Et la 3e fois, Jésus l'a regardé. Il l'a regardé. Et Pierre a compris. Et il a pleuré. Et toute sa vie, il s'est souvenu de ce reniement. Lui, qui était la pierre sur laquelle le Christ avait fondé l'Église, a renié le Christ. Eh bien, c'est un exemple pour nous. Nous aussi, nous pouvons trahir Jésus, nous pouvons le renier. Et de fait, par nos péchés plus ou moins graves, nous l'avons d'une certaine façon trahi et renié. Alors, au début de cette semaine sainte, engageons-nous à suivre Jésus, à suivre d'abord dans son mystère de la passion, et puis cette passion qui va aboutir à la résurrection. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et pour nous, c'est ça qui est important maintenant, Jésus est ressuscité. Alors, redisons notre foi et engageons-nous à suivre Jésus jusqu'au bout. Direction sud du pays, plus particulièrement à Ziguinchor, ils sont des dizaines de jeunes en formation à l'école des eaux et forêts de Djibélor a réclamé le recrutement intégral. Ces élèves de l'école nationale de formation sont passés par concours avant d'intégrer le programme de formation. Arborant des brassards rouges, ils réclament plus de considération et de meilleures conditions d'études. Madja Diop Sané porte leur voix. Il y a des générations et des générations qui sont au chômage. Mais comment pouvez-vous comprendre à la limite ces faits? Comment pouvez-vous comprendre à la limite ces dires? Écoutez, si nous sommes à l'ère du Djoubanti, ces jeunes ne doivent plus continuer à chômer. Nous attendons dans la semaine à ce que le ministre de tutelle puisse prendre ses responsabilités, puisse prendre langue avec ce centre, prendre langue avec ces générations qui sont sorties d'ici et pour ces générations qui sont là encore pour leur dire que l'emploi maintenant est garanti. Que l'emploi est garanti parce que nous avons un déficit énorme. Un déficit énorme ne saurait être résolu qu'avec le recrutement de ces générations et des générations qui chôment. Comment pouvez-vous comprendre un pays qui se dit que nos jeunes n'ont pas de formation et que des jeunes soient formés et qu'ils soient dans le chômage? C'est inacceptable. Et encore, que le concours est sélectif, très sélectif. Sur 30 000, 25 000, 27 000, on ne prend quelquefois que 25, 15. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, qu'il y a eu une négligence, qu'à un moment donné, que les autorités n'ont pas voulu tout simplement recruter ces jeunes-là. Galasila a publié la liste de 12 joueurs qui prendront part à la prochaine Coupe du Monde prévue du 1er au 11 mai aux Seychelles. Une sélection qui n'a pas connu beaucoup de changements par rapport à l'équipe qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Alseni Ndiaye, Jean-Paul Diatta, Papou Modou Ndoye Seydina, Mam Alassane Laye Gadiaga, Mamadou Silla Amar Samb, Sanou Laye Thiaw, Seydina Mandione Laye Diagne, Raoul Mendy, Mamour Diagne, Pape Sidi Fall et Ousseynou Faye. Le Sénégal est logé dans la poule C en compagnie de l'Espagne, de la Tahiti et du Chili. Chers téléspectateurs, cette page sportive qui s'achève cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vous retrouve bientôt. Passez de bonnes soirées sur la chaîne des valeurs.